Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode spécial jeune. Dans les clés, on va s'intéresser cette fois à la place de l'intelligence artificielle à l'école. Quelle place y prend-elle aujourd'hui ? Faut-il s'en méfier ou s'en faire une alliée dans les apprentissages ? Certains savoirs sont-ils devenus inutiles maintenant que l'IA peut très facilement répondre à toute une série de questions ? Eh bien, on va prendre une petite demi-heure pour explorer tout ça. La première, les clés. Bonjour ChatGPT. Bonjour Arnaud, comment puis-je t'aider ? L'intelligence artificielle... L'intelligence artificielle, et plus précisément l'intelligence artificielle génératrice de langage, elle a fait irruption dans nos vies au moment où en novembre 2022, la société OpenAI a lancé son robot conversationnel gratuit ChatGPT. Une petite révolution, puisque tout à coup, le monde entier a découvert le potentiel de cette intelligence artificielle, à quel point elle était déjà efficace, et on s'est très vite posé beaucoup de questions sur tout ce que ça risquait de changer dans nos usages, dans nos boulots et dans notre rapport au monde. Et forcément, ces questions, elles se posent aussi à l'école. Du coup, on va explorer cet enjeu avec une classe venue de la province du Luxembourg, une classe que nous présente Sarah Pousset. Bonjour, on vient de l'Athénée Royal Bastogne-Falise, on est en 6e. Donc c'est notre dernière année. On est entre 17 et 18 ans et on a différentes classes. Il y a les sciences fortes, maths faibles, il y a un peu de tout quoi. Voilà pour la présentation en quelques mots de cette nouvelle classe qui nous a rejoint à la RTBF. Ensemble, on a discuté d'intelligence artificielle, un outil auquel les élèves sont très souvent confrontés. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un nouvel ordi et même sans le vouloir, il y a l'IA qui est directement intégrée dans l'ordinateur. Donc même sans vouloir spécialement installer l'appli ou quoi, peu importe, je fais un texte ou quoi, ils vont d'office corriger ma syntaxe ou ajouter les points, les virgules. Donc quoi qu'on fasse, ils nous l'imposent de plus en plus quoi. Cette classe de Réto a aussi plus directement été impactée par l'émergence de l'intelligence artificielle dans la sphère scolaire, car cette année, leur travail de fin d'études sera un peu différent. Notre fin d'année qui repose sur un travail de fin d'études a été entre guillemets supprimé et remplacé par un rapport de stage parce que les professeurs ne pouvaient pas estimer si le travail avait été fait par une intelligence artificielle ou non. Et donc ça a même changé notre année, quoi. Donc on n'est pas évolué de la même manière. Et il y a plus de précautions et de choses qui sont mises en place pour éviter que les intelligences artificielles soient utilisées par les élèves pour travailler à leur place. Le thème précis choisi par cette classe de la province du Luxembourg, c'est donc de réfléchir à l'usage qu'il pourrait être fait de l'IA dans le cadre de l'école, à la fois par les élèves et par les professeurs. Pour l'instant, l'intelligence artificielle est surtout régulée à l'école, mais les élèves aimeraient aussi pouvoir apprendre à maîtriser cet outil. On essaye surtout de faire en sorte que ce soit pas mal utilisé, donc pour ne pas remplacer le travail d'un élève, c'est-à-dire y mettre des cadres pour être sûr que les travaux ne soient pas faits par l'IA et pas par les élèves. Mais je pense qu'il y a certains profs qui essayent doucement de mettre en place des choses pour qu'on puisse utiliser les IA. Mais ça commence seulement maintenant à se démocratiser, quoi. On aimerait bien aussi savoir comment l'utiliser dans le futur, parce que je vois aussi beaucoup d'autres écoles et d'universités qui commencent à l'utiliser vraiment. Et on aimerait bien apprendre à comment l'utiliser tant qu'outil, quelque chose qui pourrait nous accompagner. Comment intégrer l'intelligence artificielle à l'école ? Eh bien, c'est ce à quoi on va tenter de répondre dans cette émission. Alors, la première chose que j'ai demandé à ces élèves, c'est de nous décrire leur usage aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ils l'utilisent déjà pour l'école ? Moi, j'utilise souvent pour synthétiser certaines synthèses ou encore l'orthographe, la syntaxe, ou alors pour faire des recherches, parce que ce qui est pratique, c'est qu'il y a plein d'articles qui sont mis sur une seule plateforme, pas besoin d'avoir des heures pour chercher, quoi.
Moi, c'est surtout pour me donner des idées dans certains devoirs. Quand je suis à court d'idées, je préfère regarder sur ChatGPT qu'il m'aide à structurer mes idées et à pouvoir en trouver d'autres. Et donc rendre un devoir qui est meilleur. Moi, je l'ai utilisé pour faire aussi comprendre comment on faisait une lettre de motivation avec tous les paragraphes différents et tout qu'il fallait faire. Qui d'autre utilise encore pour d'autres choses? Alors pas moi personnellement, mais j'ai une amie qui a déjà réussi à créer une histoire où tous les personnages c'était des amis à elle, où elle mettait simplement les liens qu'ils avaient entre eux et ChatGPT avait vraiment créé des chapitres, des scénarios et tout. C'était vraiment super bien fait. Hein. Moi, je l'utilisais pour faire des PowerPoint, pour qu'il me fasse un PowerPoint et où je peux placer mes textes et ce que j'avais besoin de mettre, quoi. Moi, j'utilise aussi pour simplifier des textes écrits très formellement que des fois certains mots je peux ne pas comprendre et je demande qu'il me l'explique en langage un peu plus familier. Ok. Est-ce qu'il y a parfois des usages aussi où vous dites bon ça vous préférerez pas trop le dire parce qu'il y a les profs qui sont là parce que ça n'a pas l'air normalement tout à fait prévu qu'on puisse l'utiliser pour ça. Allez, il y en a un qui se lâche quand même. Moi j'ai déjà dit à ma prof d'anglais mais j'ai déjà fait des devoirs avec ChatGPT, genre des écrits où je sais pas, j'oublie de le faire et je me dis je vous ChatGPT, je marque le truc avec le niveau d'école et à chaque fois je lui mets un vocabulaire pas trop détaillé, en maximum 300 mots et voilà, et puis je recopie. Je l'ai déjà dit. Et il reçoit des bons points, ChatGPT? Ouais, ça va. On l'entend, les usages potentiels sont multiples. Et on se dit que forcément, ça a dû aussi un peu perturber les profs qui ont dû s'adapter à l'émergence de ces nouveaux outils, comme l'explique Madame Dechambre, professeure de français. En fait, au début, on connaissait pas trop, donc on s'en rendait peut-être pas compte. D'ailleurs, j'ai appris qu'on avait fait des devoirs complets aussi en français avec ChatGPT et qu'au tout départ, je m'en suis pas rendu compte. Après, quand ChatGPT a vraiment évolué, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, je m'y suis intéressée. On a constaté que des devoirs entiers étaient faits avec ChatGPT. Et du coup, on doit un peu, changer notre manière de fonctionner. Travailler beaucoup en classe, mais ça prend beaucoup de temps. Donc c'est problématique quand même. On ne sait pas encore comment gérer cette problématique. Parce qu'on a besoin de faire tout en classe en français. Et tout prend beaucoup de temps. Donc c'est pas simple. On cherche encore. Et sa collègue, professeure d'anglais, a dû elle aussi modifier un peu ses plans. Par exemple, les productions de textes d'expression écrite, je les demande plus à la maison, je les demande à faire en classe. Et donc, comme le disait ma collègue, ça demande beaucoup plus de temps. Mais je préfère que ça soit fait en classe et qu'il y ait eu une vraie réflexion que, une intelligence artificielle ait fait tout le boulot à leur place, quoi. Donc, voilà. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Face à ces élèves et leurs enseignants, on avait aussi invité un expert de ces questions. C'est Bruno Delièvre, chercheur en ingénierie pédagogique à l'université de Mons, qui le voit dans son travail au quotidien. L'irruption de l'intelligence artificielle dans ce moment d'apprentissage qu'est l'école vient forcément changer pas mal de choses. Ça, c'est clair que c'est un impact sur l'école, mais sur toute la société. C'est ce que vous avez déjà évoqué au début. Et donc, ça demande de changer les manières de faire. C'est déjà en partie ce que vous avez fait en tant qu'enseignant, mais en tant qu'étudiant aussi, c'est ce que vous allez devoir faire, parce qu'en même temps, c'est un assistant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut vous aider. Et moi, je pense que comme les assistants orthographiques avant, ou comme quand on fait une recherche sur Google, c'est un outil. Comment est-ce qu'on utilise bien cet outil ? Mais votre objectif, c'est d'apprendre. Donc, comment on l'utilise bien pour apprendre ? Parce que c'est quand même ça le but de vos études, c'est qu'à un moment donné, vous arriviez à avoir un diplôme et qu'avec ce diplôme, vous puissiez trouver du boulot et que dans ce boulot, on vous reconnaisse. Si vous n'avez rien appris et tout fait faire par une intelligence artificielle, ça va pas. Donc, comment ça vous aide à apprendre ? Et donc, je crois que je ne sais pas qui le disait tout à l'heure, mais comment on doit l'utiliser ? Comment apprendre à bien l'utiliser ? Et ça, je crois que c'est indispensable. Et pour les enseignants, c'est se poser d'autres questions, c'est se dire... Mes évaluations, est-ce que je transforme la modalité, ça veut dire ce que je faisais faire à la maison, je le fais maintenant faire en classe, ou bien est-ce que je change le type d'évaluation ? Ça veut dire, on ne va plus demander de faire un texte qui est un texte classique, mais un texte dans lequel on doit exprimer un certain nombre d'idées personnelles, et surtout que l'on va devoir venir défendre.
Parce que comme chez vous, chez nous, à l'université, on a changé les manières d'évaluer, par exemple, les mémoires, et on accorde une beaucoup plus grande importance à la défense orale, où les étudiants expliquent ce qu'ils ont écrit. Moi, qu'ils écrivent des bons textes, je suis très content. Après, qu'ils m'expliquent ce qu'il y a écrit dans ces bons textes, et qu'ils soient capables de montrer qu'ils le maîtrisent, ça, c'est le plus important. Et cette idée d'une intelligence artificielle qui peut aider à apprendre plutôt que de remplacer l'élève quand il doit faire un devoir, ça parlait aussi aux élèves qui avaient déjà quelques exemples bien précis à pointer où l'intelligence artificielle les avait aidés. En physique, on a beaucoup plus appris, je pense, avec ChatGPT que notre ancien prof. Et du coup, on cherchait les explications des formules et c'était super bien détaillé. Et du coup, on avait plus facile à apprendre qu'avec notre prof. Moi, je sais que pour des contrôles d'allemand, je demandais qu'il me génère des exercices et je demandais la correction en dessous. Donc en fait, je les faisais et après, je pouvais me corriger moi-même sans demander à un professeur de m'aider en soi. Donc, c'était plus facile pour moi en tout cas. Bruno Delièvre, vous vouliez réagir? Oui, en fait, l'usage dont tu parles, c'est vraiment... Parce qu'il faut comprendre, c'est qu'un outil, ce n'est pas l'outil qui fait la performance, c'est la manière dont on l'utilise. Et la manière dont tu l'utilises fait qu'il va être utile. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en pédagogie, ça c'est les recherches qui le montrent, que l'auto-évaluation, c'est-à-dire s'entraîner soi-même avec un tuteur, eh bien c'est quelque chose qui est efficace. Et donc tu as utilisé ChatGPT comme un tuteur qui t'apprend à faire des exercices en allemand. Et donc en fait, que ce soit ChatGPT ou que ce soit ton enseignant ou que ce soit ta copine qui le fasse, eh bien c'est toujours utile. Parce que c'est un système qui fonctionne. Et donc là, ChatGPT est un outil au service d'un principe pédagogique qui fait que ça marche. Et donc c'est ça en fait qu'il faut trouver, c'est quelles sont les modalités qui vont faire qu'un outil comme celui-là peut aider à apprendre. Et ça, c'en est un par exemple. Après, il y a l'individualisation. Ce sont des principes qui marchent, qu'on les mette en œuvre par l'intelligence artificielle ou parce que l'enseignant le fait comme ça. C'est pas l'IA qui le fait toute seule, c'est parce que vous lui demandez de faire ça. Moi, je trouve que c'est un outil super utile parce que ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression d'avoir un professeur particulier en permanence avec nous qui peut répondre à n'importe quelle question et surtout qu'avec l'interaction qu'on a avec un vrai professeur, parfois on a peur de poser une question, on est intimidé, on n'a même parfois pas bien écouté le cours. Mais du coup, avec l'intelligence artificielle, peu importe la question, il va toujours nous répondre. Monsieur Delièvre ? Une réaction par rapport à ça, c'est que, vous l'avez tous testé sûrement, il y a quand même un danger, c'est que l'intelligence artificielle, eh bien, elle n'est pas infaillible. Ça veut dire qu'elle peut se tromper. Ça veut dire qu'elle peut vous donner à certains moments des explications, parce que son job, c'est de donner des explications. C'est pas de donner des explications justes. La vérité, elle ne connaît pas, elle ne sait pas ce que c'est. Et donc, il faut toujours se poser la question de comment je vérifie ce que l'IA m'a donné comme solution. Parce que si vous ne le faites pas, il y a un risque. Donc il faut bien comprendre que derrière les systèmes d'intelligence artificielle sont des stats. Vous avez déjà fait des stats ? Dans les stats, vous savez toujours qu'il y a une marge d'erreur. Eh bien, dans l'IA, il y a une marge d'erreur, toujours. Ça va s'améliorer, mais il y en a une. Et donc, est-ce que vous contrôlez cette marge d'erreur ? Et comment est-ce qu'on peut la contrôler, justement ? Parce que c'est vrai que si on n'a pas bien compris un exercice de physique et qu'on demande à l'intelligence artificielle de nous l'expliquer, c'est difficile de vérifier soi-même si l'explication de l'intelligence artificielle est la bonne. Bien sûr, mais ça c'est comme pour tout ce qui est aujourd'hui de l'information. C'est comment on croise les informations, comment on croise les sources d'informations. Ce qu'on veut chercher à un endroit, vous pouvez aller le chercher autre part auprès de vos enseignants, auprès de collègues, auprès d'autres sources sur Internet, et vous devez vérifier que ça a l'air d'être cohérent, parce qu'il y a un risque que l'IA ne vous donne pas nécessairement les bonnes solutions. Et ici, il est peut-être important de rappeler quelques éléments essentiels sur l'intelligence artificielle. On parle, dans notre cas, d'une intelligence artificielle générative, qui génère donc du langage. Et pour générer ce langage, les machines composées de neurones artificiels ont été entraînées sur une masse considérable de données, des données produites par l'homme durant ces dernières années. Ces machines, elles ont par ailleurs été programmées et entraînées par des humains, qui peuvent donc avoir des biais. Et puis surtout, et ça c'est essentiel à avoir en tête, ces intelligences artificielles n'ont aucune conscience de ce qu'elles nous disent.
Elles produisent un langage qui, par imitation, ressemble le plus possible à nos interactions humaines, à nos productions passées, qu'elles ont ingurgitées en quantité astronomique. Donc, une intelligence artificielle peut se tromper, peut être biaisée, tout en nous donnant l'impression de nous dire la vérité. Bon, mais alors, question. Est-ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école ce qu'est l'intelligence artificielle, comment bien l'utiliser et de quoi il vaut mieux se méfier? Est-ce qu'il y a par exemple déjà des cours d'IA à l'Athénée Royal Bastogne-Ufalise? Pour l'instant, je ne pense pas que ça vienne nécessairement d'un cours en particulier, mais plutôt de la volonté des professeurs de nous mettre en garde. Et donc ça dépend surtout d'à quel point les professeurs ont été eux-mêmes sensibilisés à la cause. La plupart du temps, on en parle pour pas qu'on l'utilise tout court. Mais avec Madame Deschamps, on a quand même au début d'année parlé de ça en mode pour essayer d'en faire un outil. Mais sinon, en général, c'est plus pour pas l'utiliser. Et du côté des profs, on reconnaît qu'il n'y a pas, en tout cas, de vrai point de programme autour des usages de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, moi, je les informe du fait que ça existe, parce qu'ils le savent de toute façon, et j'ai envie de dire, je suis au courant, ça existe. Il y a des risques, ici à l'école c'est problématique parfois, mais utilisez-le bien. ChatGPT par exemple, j'ai envie qu'ils l'utilisent de manière correcte et je leur propose des utilisations. Après on n'a pas le temps malheureusement pour l'instant en tout cas avec les programmes de voir plus, parce que moi j'aimerais bien leur transmettre vraiment l'utilisation de ChatGPT. Alors j'ai juste dit oui, faites des exercices sur vos cours pour les examens, mais c'est tout. Après voilà, quelques conseils, mais on s'arrête là pour l'instant parce que au niveau des programmes on est un peu limité dans le temps. Du coup, on a organisé un petit vote parmi les élèves sur base de cette question. Faudrait-il un cours spécifique sur l'intelligence artificielle à l'école? Les 2/3 des élèves estimaient que oui. Ils trouvaient aussi que son usage devrait être abordé dans différents cours. Par exemple, en français, il peut servir à aider les élèves pour des dissertations. En informatique, c'est aussi un très bon outil pour apprendre à programmer, utiliser certaines fonctionnalités dont on n'a pas les connaissances au départ. Donc je pense que le tout est de l'utiliser dans un contexte réfléchi. Moi, c'est pas forcément un cours, mais je pense qu'on devrait nous apprendre à bien poser les questions, à ce qu'elles soient plus précises, parce qu'il y aura moins de marge d'erreur avec une question qui est extrêmement structurée qu'avec une question qui est hyper vague. Et donc, ChatGPT aura plus de chances de se tromper. Et d'ailleurs, chez les enseignants aussi, on aurait bien envie d'une vraie stratégie sur ces enjeux. Écoutez Madame Lotz, professeure d'anglais. En tant que prof, moi aussi, j'aimerais être formée justement à l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que moi, je me sens pas capable de leur donner des conseils parce que même moi, je sais pas comment faire. Donc moi, je leur fais faire les expressions écrites à l'école plutôt qu'à la maison. Mais après, si ça pouvait devenir un outil pour améliorer, j'aimerais bien aussi peut-être savoir comment utiliser. Alors, j'ai déjà été à des formations. À part être revenu avec une liste de 15 intelligences artificielles différentes, on m'a pas appris à l'utiliser en fait. Et donc ça, je trouve que c'est dommage. Et pour les futurs profs et même moi, s'il y a des formations à venir, c'est sûr, je les suivrai. Et puis comme ça, je peux conseiller mes élèves et les guider justement dans tout ça, quoi. Bon, Bruno Delièvre, est-ce que là, il n'y a pas une vraie question pour l'école qui a peut-être aussi un peu un temps de retard par rapport à cette technologie qui est là, qui arrive très vite, dont on voit qu'elle s'impose et on n'a pas encore pu ou eu l'occasion de réfléchir à comment on l'intégrait à l'école? Oui, bien sûr. D'abord, la société est en retard par rapport à toutes ces nouvelles technologies. On les prend toujours en cours de route et l'école aussi, forcément. Et donc, comment on agit par rapport à ça? Je crois que pour plusieurs raisons, il faut que l'école s'empare de la question. Alors la première manière de s'en emparer, c'est d'en discuter avec les élèves, entre profs avec les élèves, sur quel type d'usage vous faites, ce qu'on fait un peu ici, mais en définissant un cadre qui est celui dans lequel on définit ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas de faire. Pour moi, un copier-coller de Wikipédia ou un copier-coller de l'intelligence artificielle, ça ne se fait pas parce que c'est un copier-coller. Donc faire un copier-coller dans le cadre de vos études, c'est pas intéressant. Par contre, comprendre comment ça marche, je pense que c'est important.
et comprendre comment ça marche dans une discipline particulière, qu'est-ce qu'on peut en faire en maths, qu'est-ce qu'on peut en faire en langue, qu'est-ce qu'on peut en faire en français, ça je pense que c'est vraiment important. C'est de se dire en quoi ça peut m'aider. Et je reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, dans un cours de langue, que ce soit français, l'anglais, c'est se dire est-ce que je peux m'auto-tester en anglais? Moi, ce que j'ai déjà essayé, et vous pouvez l'essayer, vous lui demandez de vous parler en anglais, que l'intelligence artificielle vous parle en anglais ou vous parle en allemand. Et vous répondez par écrit en allemand. Et elle va vous répondre en allemand. Elle va vous dire là où vous faites des fautes. Et puis elle va vous faire, si vous le demandez, des questions sur les fautes que vous avez commises. Donc vous pouvez vous-même vous auto-entraîner à l'écrit aux structures de phrases. Et ça, c'est utile. Et donc, voilà comment un enseignant, une enseignante peut utiliser. Et donc en gros, il n'y a pas des trucs et astuces, hein, mais de nouveau, c'est par rapport à des pratiques qui sont vos pratiques didactiques dans vos spécialités. C'est comment l'IA peut vous aider par rapport à ça. Et ce que dit Bruno Delièvre, c'est aussi qu'il faut penser au métier de demain. Au fait que les élèves d'aujourd'hui, une fois qu'ils seront dans le monde professionnel, vont de toute façon être confrontés à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en médecine, l'intelligence artificielle, elle est utilisée. Donc il faut qu'on intègre l'IA dans les cours, puisque c'est utilisé. Et ça va être dans toutes les matières, ça va être dans tous les domaines. Tout le monde va utiliser l'IA à un moment donné. Et donc, dans son métier, il va falloir que ça s'intègre réellement. Les architectes, aujourd'hui, ils utilisent l'IA pour générer des immeubles auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé. Et donc, oui, je pense qu'il faut, définir un cadre, c'est-à-dire une charte de l'école, de la classe, etc. Définir de quelle manière les uns et les autres peuvent se former, et puis après former les élèves à comment l'utiliser pour que ce soit au bénéfice de l'apprentissage, parce que c'est bien ça qu'il faut défendre. Et puis après, au niveau de la société en général, il faut se rendre compte que si on ne le fait pas, ceux qui vont arriver sur le marché du travail et qui ne l'auront pas fait à côté de ceux qui l'auront fait, eh bien, ceux qui l'auront fait, ils auront un avantage en termes de professionnalisation. Les élèves qui étaient avec nous, on le disait, sont en dernière année du secondaire. Et je leur ai demandé du coup quel métier ils avaient envie de faire demain. Pour moi, pilote d'hélicoptère. Informaticien. Avocate. Kinésithérapeute. Éducatrice spécialisée. Physicienne. Neuropsychologue. Architecte. Pompier. Trader. Est-ce que parmi tous ceux qui ont déjà cette idée, il y en a qui ont peur, ou en tout cas qui se posent des grandes questions par rapport à ce que pourrait faire l'intelligence artificielle dans son boulot plus tard? Je vais passer près de chacun, donc levez la main. Moi, je vais faire architecte. Je ne vais pas dire que j'ai peur, mais c'est vrai que je me pose quand même beaucoup de questions de est-ce que je serai remplacée? Ça, je ne pense pas, comme l'a dit l'expert. Mais je vais devoir du coup m'adapter, évoluer en fonction du temps. Alors moi, j'ai un exemple un peu interpellant par rapport à la psychologie en tout cas. C'est que par exemple, hier, durant la nuit, j'ai reçu un message d'une amie qui était triste et sous le coup de l'émotion et qui me pose une question quant à sa relation avec un garçon. Mais à ce moment-là, je dormais, donc je n'ai pas pu répondre. Et je vois dans sa story privée, alors qu'elle a posé la question qu'elle m'a posée à ChatGPT, et qui lui a fourni une réponse qui, du moins, l'a satisfaite. Et donc, j'ai trouvé ça quand même impressionnant, parce que je me disais que la psychologie, c'est un domaine qu'une intelligence artificielle ne pourrait pas comprendre, ou du moins n'aurait pas une réponse satisfaisante, parce que c'est un caractère fort humain. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle utilise très bien les bases théoriques. Et donc, elle peut répondre de manière très cohérente. On sent quand même que la question de savoir ce qui pourrait changer dans les métiers du futur ajoute encore de l'incertitude dans ce moment déjà bien perturbant du choix d'un métier. Et ça, forcément, on en a aussi parlé avec Bruno Delièvre. Dans tout ce que vous dites, je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est d'abord, oui, l'IA, elle sera là quelque part, mais le reste sera de votre responsabilité, et c'est une base à partir de laquelle vous pouvez travailler, et peut-être travailler plus vite et mieux. Mais ce n'est pas sûr. Je veux dire, c'est une base. C'est un outil comme un autre outil. C'est quelque chose qui est là. Alors on parle même en termes psychologiques. Alors évidemment, ce n'est pas l'idéal que quelqu'un se confie à une IA pour... Mais si ça peut aider ponctuellement et qu'elle se réfère réellement à des principes de psychoclinique qui peuvent fonctionner,
Pourquoi pas dans un premier temps? Pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est que l'IA ne sera jamais la solution. L'IA, ce sera une ébauche de solution. Et puis vous, comme pilote d'hélicoptère, comme avocat, comme physicienne, comme kiné, comme architecte, c'est vous qui allez donner la finesse de tout cela. C'est vous qui allez interpréter tout ça pour en faire quelque chose avec vos patients, avec les clients, avec les uns et les autres, avec lesquels vous allez être en contact. Et ce sera ça votre job, c'est trouver les bons outils pour que vos clients, pour que vos patients, pour que le métier que vous allez faire, vous le fassiez bien. Et si c'est un outil dont vous pouvez vous servir pour ça, je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. Mais avec toute la prudence qu'on a déjà évoquée concernant les problèmes que ça peut générer. Et donc il faut être conscient de ces problèmes pour savoir jusqu'où ça peut vous aider, sachant que ça va évoluer. Et le professeur et chercheur en pédagogie termine par une sorte d'appel. Un appel à bien penser le rôle de l'humain face à cette machine, et il tient, lui, à en présenter une version positive. L'intelligence artificielle est là pour augmenter l'intelligence humaine. Nous pouvons aller plus loin grâce à ces outils-là. Nous pouvons faire plus de choses, mais c'est l'humain qui garde la main. C'est nous qui devons être les moteurs de tout ça. L'IA n'existe pas sans l'humain. S'il n'y a pas d'humain derrière, il n'y a pas d'IA. Et donc c'est nous qui la construisons quelque part. Donc on veut la construire au service de quoi? Et je crois que ça, vous allez en être les acteurs, quoi. Et donc je crois que, vous pouvez être rassuré sur le fait que vous allez pouvoir exercer des métiers que vous aimez, dans lesquels il y aura ces outils-là, et ce sera à vous de les utiliser au mieux pour que vous fassiez mieux votre métier encore, grâce à tout cet environnement, avec plein de questions qu'on doit se poser aussi, parce qu'il faut se poser quand même aussi toutes les questions relatives au coût environnemental de tout ça, au coût social, dont on n'a pas nécessairement parlé, mais ça coûte de l'énergie, donc comment on utilise aussi au bon moment ces outils-là pour ne pas non plus consommer toute la planète trop vite. C'est déjà le cas maintenant, donc je crois que ça ne fait qu'accélérer les choses. Donc on l'utilise quand pour qu'elle soit vraiment utile? Et ça, c'est des vraies questions qui vont vous être posées au quotidien. Voilà, c'était Les Clés, un podcast de la première. Merci aux élèves de Réto de l'Athénée Bastogne-Oufalise et à leurs professeurs. Merci aussi à Bruno Delièvre pour ses précieux éclairages. À la réalisation sonore de cet épisode, il y avait Guillaume de Smet. À la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Pour rappel, nous avons déjà réalisé 8 épisodes comme cela avec des élèves. Ils sont bien entendu tous encore sur Rovio et sur vos plateformes de téléchargement.